Bonjour et bienvenue au replay de la soirée d'info sur les groupements d'employeurs qui vous est proposé par les projets Interreg EAL au carré, Coform et AgriJob. Alors, au programme de la séance, on débutera avec 15 minutes d'introduction sur les projets Interreg et la présentation des projets EAL au carré, Coform et AgriJob. Nous laisserons ensuite la place aux experts qui vous expliqueront en détail tout ce que vous devez savoir sur les groupements d'employeurs en Belgique et en France. Sera suivie ensuite une séance de questions-réponses pour éclaircir toute zone d'ombre qui resterait encore à ce stade. Alors sans plus attendre, un projet Interreg, c'est quoi? Un projet Interreg, c'est un programme européen qui vise à promouvoir la coopération, qu'elle soit transfrontalière, transnationale, interrégionale, entre les régions européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la gestion de l'environnement. Il y a toute une série de différents programmes Interreg qui existent et le programme Interreg France, Wallonie, Vlaanderen qui est concerné ici vise plus particulièrement à favoriser les échanges économiques et sociaux entre 4 régions frontalières, les régions Hauts-de-France et Grand Est pour le versant français, la Wallonie, la Flandre occidentale et orientale pour le versant belge. Il vise à associer des compétences communes tout en valorisant les richesses de chaque région concernée, et ce au bénéfice des populations de ces zones. Et les 3 projets qui vous seront présentés visent plus particulièrement la thématique de l'alimentation durable et de l'emploi. Alors, directement, le projet EAL au carré, entrepreneur employé en alimentaire local, en alimentation locale, c'est quoi? On vous introduit le sujet avec la vidéo. Aujourd'hui, la demande en produits locaux et de qualité est en pleine croissance. Le consommateur est friand des produits de notre terroir et est de plus en plus attentif aux modes de culture, d'élevage et de transformation. Pour répondre à cette demande, des métiers artisanaux refont surface et se réapproprient le système alimentaire. Maraîchers, éleveurs, micro-transformateurs, épiciers et commerciaux. Face à ce constat et partant d'études de terrain, une équipe de partenaires du secteur de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'alimentation et de l'agriculture durable s'est réunie autour d'un projet fédérateur intitulé EAL au carré. Entrepreneurs, employés, alimentaire, local. Ce projet vise à développer un parcours pour le développement d'emplois dans le nord de la France et dans le Hainaut afin d'accéder à une diversité de formations et d'accompagnement dans les métiers de l'alimentation durable qui permettront aux candidats de devenir des chefs d'entreprise ou des employés polyvalents. Ainsi, EAL au carré contribue au développement d'une agriculture et d'une alimentation locale et durable. L'alimentation durable vous intéresse? Vous souhaitez en découvrir les métiers ou vous former pour en faire une activité professionnelle? Vous voulez être accompagné pour créer votre entreprise dans le secteur ou recruter des employés? Le projet EAL au carré vous propose des moments découvertes, des formations collectives techniques, un accompagnement pour trouver un emploi ou créer votre entreprise, des événements de networking. Le projet EAL au carré, ça commence dès maintenant. Voilà donc pour la petite présentation du projet EAL au carré. Et donc c'est un projet qui a démarré en 2020 avec un diagnostic et un design du parcours. Les formations ont commencé en 2021 et se sont poursuivies ici en 2022. Et donc aujourd'hui, vu que le projet se terminera à la fin de l'année, on en est déjà au niveau du bilan. Et on a développé au travers de ce projet plus de 50 formations qui vont de quelques heures à plusieurs mois, avec plus de 400 participants. Plusieurs événements et moments de rencontre et aussi un site internet qui permet de référencer toutes ces formations et qu'on aimerait élargir au référencement de toutes les formations en alimentation durable
en Wallonie et dans les Hauts-de-France, mais aussi de développement de vidéos pour sensibiliser aux métiers auxquels nous avons formé, des témoignages, une newsletter, des pages Facebook et LinkedIn. Voilà quelques, en très résumé, résultats de ce projet. Et donc, je me rends compte aussi que je ne me suis pas présentée moi-même. Et donc, mon nom est Julie Martens et je suis chargée de projet en alimentation durable chez Group One, qui est chef de file de ce projet EAL au carré. Je n'en dis pas plus et je cède directement la parole à Pierre Rondia pour le projet Coform. Merci Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le projet Coform est également un projet Interreg qui réunit non pas 2 régions mais 3 régions, à savoir une partie de la Wallonie, de la Flandre, mais également les Hauts-de-France, et qui implique toute une série de partenaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, Coform est un projet européen multifacette qui est intégré au programme transfrontalier Interreg 5 sous l'axe cohésion sociale, santé, formation et emploi, qui a pour objectif de favoriser justement l'emploi et la mobilité transfrontalière des travailleurs et d'intégrer les marchés de l'emploi. Comme je l'ai dit, 3 régions sont concernées, France, Flandre et Wallonie. Alors, Coform, en bref, c'est un partenariat franco-belge rassemblant 17 structures, dont 7 partenaires sont financés à travers ce projet Interreg, qui a débuté au même moment que le projet EAL Carré, et qui se terminera également au 31 décembre de cette année. L'objectif de Coform, c'est vraiment de viser à la création d'emplois, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie au travail des éleveurs de bovins, bovins laits en particulier, mais pas seulement, puisque les éleveurs de bovins laitants sont également concernés par ce projet. Alors, pour atteindre cet objectif, 2 axes sont investigués. Le premier concerne les demandeurs d'emploi à travers la création de formations au métier de salarié en élevage, formation qui est en cours et qui va se poursuivre au niveau des 3 versants. Et un deuxième axe qui concerne plus les éleveurs à travers la création de groupes d'échange que l'on appelle les Focus Farm, où c'est vraiment l'idée là derrière, c'est de faire interagir des groupes d'éleveurs pour chercher à améliorer leurs conditions de travail, mais également la formation de conseillers pour encadrer ces Focus Farm, mais aussi la formation d'éleveurs au management, puisque voilà, être éleveur c'est une chose, être employeur c'en est une autre. Voilà, et je cède du coup la parole à Eric pour AgreenJob. Merci Pierre, et est-ce que vous m'entendez? Très bien. Sans problème. Oui. Merci, merci Pierre de me céder la parole. Donc je me présente Eric Martial Taghem, délégué général de Ruralité, Environnement, Développement, chef de file du projet AgreenJob. Le projet AgreenJob, c'est également un projet Interreg au même titre que le projet Coform et EAL Carré. C'est un projet qui est construit autour de 6 partenaires opérateurs, 4 partenaires associés. Vous pouvez le voir à l'écran, et qui est financé par l'Union européenne, notamment, puisque c'est un projet Interreg, et par la région Wallonne. Donc, en termes de partenaires opérateurs, nous avons la Chambre d'agriculture des Ardennes en France, les missions régionales en Belgique et Accueil Champêtre Wallonie, qui est un opérateur du monde agricole focalisé sur la diversification. Parmi les opérateurs associés à notre projet, nous avons le projet Coform qui est avec nous aujourd'hui, le Conseil départemental des Ardennes, la région Grand Est et notamment un partenaire institutionnel en Belgique, le Forem. Je pense qu'on peut passer la slide suivante. Alors, pour notre projet, nous avions un slogan fort, agriculture, des besoins d'emploi méconnus, une réponse possible pour les demandeurs d'emploi. Notamment, c'est l'idée en fait du projet, la question que l'on pose dans le cadre du projet, c'est celle de savoir si le secteur agricole est un gisement d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Alors, c'est un projet également
qui est logé à l'axe cohésion sociale, santé, formation et emploi. Mais contrairement au projet EAL Carré Ecoform, nous n'avons que 2 régions et encore dans ces 2 régions, un territoire assez limité. Donc en France, nous avons uniquement le département des Ardennes et en Wallonie, nous avons 2 provinces, la province de Luxembourg, la province de Namur et une partie de la province du Hainaut, c'est la zone du sud entre l'Entre-Sambre-Meuse, donc la région de Couvain et Philippeville. Alors en bref, AgreenJob, c'est un partenariat, comme je l'ai dit tantôt, franco-belge avec 6 structures opérationnelles et 4 structures de partenaires associés et de partenaires financiers qui a débuté en 2020 également et qui devra s'achever au 31 décembre 2022. L'objectif global de notre projet, c'est l'insertion de demandeurs d'emploi peu qualifiés dans les métiers de l'agriculture afin de concrétiser l'octroi d'un contrat de travail durable. Ici, en fait, on s'intéresse à un public de demandeurs d'emploi très fragilisé qui a été très longtemps loin de l'emploi et nous essayons de les ramener à l'emploi et notamment dans le secteur agricole avec comme hypothèse que ce secteur est un gisement d'emploi. Pour cela, nous avons 2 axes de travail également au même titre que le projet COFARM. Un premier axe pour les demandeurs d'emploi où nous faisons un accompagnement vers l'emploi, ce qui consiste à faire une sélection des demandeurs d'emploi, de les accompagner en les éveillant au métier agricole ou en leur donnant un accompagnement sur des compétences transversales ou encore un autre accompagnement vraiment en job coaching avec des entretiens de mise en relation avec les exploitants agricoles. Donc, nous essayons de créer ce contact entre le monde agricole et le monde de l'insertion professionnelle. Et aussi un accompagnement dans l'emploi. Donc, une fois que le contrat est établi, il y a un suivi qui est effectué pour que la contractualisation soit le plus durable possible. Donc, ça, c'est uniquement sur le versant belge. Il y a également un accompagnement pour les exploitants agricoles et cet accompagnement se fait sur 2 volets. Donc, déjà sur la démarche à l'embauche, nous essayons d'accompagner nous accompagnons les exploitants agricoles en leur fournissant des conseils, des pistes par rapport à leur ambition d'embauche et aussi en leur donnant des éléments qui permettent de faire cette embauche. Un exemple, des analyses d'offres détaillées, par exemple, pour permettre de déqualifier les postes et mettre en exergue des opportunités concrètes d'emploi. Un autre accompagnement de pérennisation du salariat qui, cette fois-ci, consiste plus à donner une formation aux agriculteurs afin qu'ils puissent mieux gérer leurs salariés, tout simplement parce que l'agriculteur à la base n'est pas un manager. Donc, je m'arrête là pour la présentation d'AgreenJob. Merci beaucoup, Eric. Et donc, vous comprendrez au vu de ce qui vient de vous être présenté qu'il nous paraissait essentiel d'organiser cette séance d'information sur cette formule win-win-win, comme on dit pour l'emploi, qui est les groupements d'employeurs. Donc, on passe tout de suite, sans plus attendre, à la table ronde et on va laisser la place aux experts avec Pierre Neuret, Brigitte de Tiff, Dominique Pacou et votre animateur de la soirée, je dirais même le chef d'orchestre. Je vous présente Pascal Turquier et je lui cède la parole de ce pas. Merci infiniment Julie et donc merci aussi de ces 3 présentations. Donc je vais me présenter, donc Pascal Turquier, je suis responsable du service formation à la Chambre d'agriculture des Ardennes et je suis un des opérateurs du projet donc AgreenJob. Donc nous avons bien vu que les 3 projets présentés réfléchissent tous à la promotion des métiers de l'emploi dans différents secteurs, l'élevage, l'agriculture au sens large, l'alimentation de proximité. Et en fait, autour de cette réflexion, autour de l'organisation du travail et de l'emploi, la question récurrente de l'embauche partagée des groupements d'employeurs s'est posée dans les 3 projets. Parce que les employeurs agricoles sont volontaires pour créer de l'emploi. La situation économique ou le besoin d'entreprise ne justifie pas forcément un emploi à temps plein sur chacune des entreprises. Donc tout ce travail de l'emploi partagé a été conduit. Donc on va réfléchir. Nous allons vous présenter ce qu'est un groupement d'employeurs et comment on peut le constituer. Et là, je remercie Pierre Neuret de sa présence.
Et ensuite, nous aurons 2 expertises, 2 expériences. Brigitte Detive de la boîte du Hainaut qui nous présentera le fonctionnement de sa structure et comment elle accompagne les employeurs et les demandeurs d'emploi. Et Dominique Pacou, donc, sur le versant français, donc dans les Hauts-de-France, qui lui nous présentera son dispositif réseau et ses différents groupements. Donc Pierre, Monsieur Neuret, bien le bonjour. Ben, je vais vous laisser vous présenter, déjà dans un premier temps, comme ça les auditeurs vous connaîtront. Et puis dans un second temps, ben, on commencera à discuter, vous poser quelques questions pour éclairer l'auditoire. Donc Pierre, je vous laisse la parole pour vous présenter rapidement. Bonjour, merci. Donc Pierre Neuret, effectivement, je suis conseil en mise à disposition en région francophone de Belgique depuis une dizaine d'années, mais j'interviens plutôt ce soir comme conseiller auprès du Centre de ressources pour les groupements d'employeurs de Wallonie, une ASBL, Association Loi 1901, qui a été constituée il y a 15 ans par les chambres de commerce et d'industrie wallonnes et l'Université de Liège pour promouvoir le dispositif des groupements d'employeurs en Wallonie. Bien, merci Pierre. Brigitte Detive, je vais vous demander très rapidement le même exercice, de vous présenter, savoir qui vous êtes, quelles sont vos missions, et puis on attaquera après les questions dans un second temps. Merci Madame Detive. Merci à vous et bonsoir à tous. Merci aussi pour cette invitation. En fait, voilà, donc Brigitte Detive, je suis la coordinatrice pour l'ASBL Développement en Botte du Hainaut qui, depuis 2019, a lancé des groupements d'employeurs dans notre région. Il n'y en avait pas, donc c'est un concept relativement nouveau qu'il faut promouvoir et donc dont nous sommes convaincus qu'il peut vraiment venir en aide, comme vous l'avez déjà dit, pour créer de l'emploi dans notre région. Merci Brigitte. On ira plus avant lors des questions. Je vais peut-être demander donc à Dominique Pacou de nous présenter rapidement qui il est, quel est son fonctionnement. Et puis, dans un second temps, ben là aussi, on rentrera dans le vif du sujet avec quelques questions, quelques discussions entre les 3 acteurs pour qu'on vous éclaire sur ce qu'est un groupement d'employeurs et comment ça fonctionne et comment on rend service au territoire et aux employeurs locaux. Monsieur Pacou, je vous écoute. Bonsoir à tous. Donc, Dominique Pacou, je suis directeur de réseau donc, depuis 23 ans. Je bosse au sein d'un groupement d'employeurs. Réseau, c'est un ensemblier de 3 groupements d'employeurs situés entre les Flandres, donc de Dunkerque jusque l'Avesnois. Donc voilà, après je vais peut-être vous expliquer plus en détail ce qu'on fait réellement avec nos 3 groupements d'employeurs. Mais voilà une présentation. On reviendra sur le détail justement. Voilà. Donc merci de votre brève représentation. Donc on va revenir forcément vers Pierre au niveau des questions, c'est-à-dire je vais réellement vous poser comme question ce qu'est un groupement d'employeurs, pourquoi on le constitue, comment on le constitue et quel est l'intérêt de constituer un groupement d'employeurs. Vaste programme. Voilà, en effet. Alors, un groupement d'employeurs, c'est donc une structure qui permet à des employeurs ayant besoin de compétences, de main-d'œuvre à temps partiel, de se fédérer, de se mettre ensemble pour proposer aux travailleurs un contrat plus important que s'ils le proposaient seuls. Il y a pas mal d'entreprises, pas mal de secteurs d'employeurs qui n'ont du travail pour des collaborateurs qu'à temps très partiel, 1 jour semaine, 2 jours semaine, peut-être parfois un peu plus, et qui, pour trouver des collaborateurs dans ces volumes-là, ont beaucoup de difficultés. Par contre, s'ils s'associaient avec l'un ou l'autre employeur qui aurait un besoin similaire dans un rayon géographique assez proche, ils pourraient proposer aux travailleurs un contrat à, je sais pas, 4/5e ou à temps plein, et ainsi pouvoir le fidéliser. Et cette possibilité est offerte en Belgique via le groupement d'employeurs, qui est une structure qui existe chez nous depuis 2000, 22 ans, et qui a été calquée sur le modèle français. En France, je crois que les groupements d'employeurs existent maintenant depuis plus de 40 ans. Il en existe des milliers qui occupent des dizaines de milliers de travailleurs. La majorité d'entre eux, je crois, sont d'ailleurs toujours actifs dans le secteur de l'agriculture ou dans le secteur connexe. Parce que l'agriculture est précisément un secteur dans lequel les emplois à temps partiel sont assez importants.
Mais en Belgique, cela n'existe que depuis 2000. Et le législateur a mis un cadre assez strict, mais finalement assez léger, que pour créer des groupements d'employeurs chez nous. C'est un cadre qui est formel, parce qu'en Belgique, il est interdit de faire des mises à disposition normalement. Hein. Une entreprise ne peut pas prêter du personnel à une autre entreprise. Mais il y a deux grandes exceptions à cette interdiction. La plus importante, la plus répandue, la plus connue, mais qui est conjoncturelle, c'est l'intérim. Et la deuxième, qui est moins connue, moins répandue, moins familière, mais qui est structurelle, c'est le groupement d'employeurs. Et donc, un groupement d'employeurs, c'est une structure qui va être créée par les employeurs qui veulent se partager de la main-d'œuvre. Hein? Elle peut être créée par 2, 3, 4, 5 ou 10, voire 100 employeurs qui, ensemble, vont devoir créer une ASBL. La loi, aujourd'hui, impose cette forme juridique pour les groupements d'employeurs en Belgique. Donc, pas le choix, il faut créer une ASBL, structure loi 1901. La deuxième condition imposée par le législateur en Belgique, c'est que ce groupement d'employeurs doit avoir un objet social unique. Un groupement d'employeurs ne peut faire qu'une chose en Belgique, engager du personnel et le mettre à disposition de ses membres, et uniquement de ses membres. Donc, avant de pouvoir faire une mise à disposition auprès d'un employeur, il faut que cet employeur adhère à l'ASBL groupement. Donc, une ASBL, deuxième condition, un objet social unique. La troisième condition, c'est que le groupement doit obtenir un agrément préalable du ministre de l'Emploi qui déterminera la commission paritaire du groupement, c'est-à-dire les conditions, les modalités selon lesquelles le groupement pourra engager du personnel et le mettre à disposition. La loi fixe les conditions dans lesquelles la commission paritaire peut être octroyée, et elle stipule que le ministre a le choix entre soit le nombre d'employeurs ayant le nombre d'employeurs le plus important qui a la même commission paritaire au sein du groupement d'employeurs, soit la commission paritaire qui aura le plus recours à des mises à disposition au sein du groupement d'employeurs. Voici en gros les deux possibilités de choix dont dispose le ministre, choix qu'en général il effectue sur base d'un argumentaire qui lui aura été communiqué par le groupement qui demande son agrément, évidemment. Donc, trois premières conditions, la SBL, un objet social unique, un agrément préalable. La quatrième condition, c'est qu'un groupement d'employeurs peut signer tout type de contrat, contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de remplacement, mais des contrats de minimum 19 heures semaine. On ne peut pas faire moins de 19 heures semaine. Et enfin, la cinquième grande condition liée à un groupement d'employeurs, c'est qu'aujourd'hui, un groupement ne peut pas employer plus de 50 travailleurs. C'est une disposition temporaire qui a été accordée aux syndicats de manière à ce que l'on puisse s'assurer pendant quelques années qu'il n'y aurait pas de dérapage dans les groupements d'employeurs. Les syndicats craignant en effet que des entreprises qui relèvent de commissions paritaires particulièrement onéreuses, on va dire, ne s'affilient à des groupements disposant d'une commission paritaire plus avantageuse et ne trouvent là une main-d'œuvre meilleur marché que ce qu'ils auraient dans leur secteur respectif. Normalement, enfin, le centre de ressources pour les groupements d'employeurs espère que cette mesure temporaire sera levée prochainement, en 2023 ou plus tard, et que donc les groupements pourront dépasser le seuil des 50 travailleurs. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est un cadre assez strict, mais c'est un cadre finalement assez léger, parce que sur les modalités pratiques de mise en œuvre d'un groupement d'employeurs, rien n'est fixé. Et c'est très bien. Ainsi, les employeurs peuvent se mettre d'accord eux-mêmes sur les modalités opérationnelles des mises à disposition en fonction de leurs besoins respectifs, et c'est ça qui est bien en Belgique. Je crois qu'il y a aujourd'hui une quarantaine de groupements qui fonctionnent sur toute la Belgique, à peu près. Il y a un peu plus d'une dizaine, je crois, dans le secteur agricole. Et personnellement, je ne connais pas deux groupements qui ont le même fonctionnement. Il y a des groupements qui fonctionnent de manière, j'ai envie de dire, classique, ce que j'avais le plus rencontré auparavant, à savoir un partage sur base d'un calendrier hebdomadaire régulier. Le travailleur va le lundi chez A, le mardi chez B, mercredi, jeudi chez C et le vendredi chez D, par exemple. Mais il y a aussi des groupements d'employeurs qui font des mises à disposition à la demande, à la carte, en régie. Il y a un groupement d'employeurs dont je m'occupe encore et qui fédère plus de 500 écoles sur toute la communauté française, qui partage 45 travailleurs, propose des comptables, des conseillers en prévention ou des DPO pour les problèmes du RGPD à la demande, en régie.
Et donc, il y a des comptables qui se rendent dans des écoles une fois par semaine, certaines autres écoles une fois par mois ou encore une fois par semestre, en fonction vraiment des besoins. Voilà. Et il y a encore d'autres formules applicables. Et donc, ça, c'est la beauté de la formule en Belgique, c'est qu'on peut organiser son groupement d'employeurs en fonction des attentes, des besoins véritablement des membres du groupement. Alors, quel est l'intérêt de participer à un groupement d'employeurs? C'est d'abord la souplesse pour l'employeur. Il peut avoir recours aux travailleurs en fonction de ses besoins, véritablement. Et ça peut évoluer, pour autant que l'on trouve des accords avec les autres co-employeurs avec qui on partage des travailleurs. Deuxième avantage, c'est que l'on dispose de collaborateurs, en général, comment dire, professionnels, expérimentés dans le secteur qui les occupe. Je vous parlais tout à l'heure du groupement pour les écoles. Il y a 9 comptables qui y sont partagés. Ces comptables, toute la journée, travaillent dans la comptabilité scolaire, ce qui n'est en général pas le cas dans les fiduciaires ou dans les bureaux comptables externes auxquels les écoles peuvent aussi faire appel. Là, on a en général des comptables qui gèrent un portefeuille de clients, bien souvent dans le secteur marchand, un petit peu dans le secteur non marchand, mais ces gens sont partagés entre tous les secteurs. Chez nous, il y a 9 comptables qui ne font que de la comptabilité scolaire et qui donc, en général, sont vraiment des professionnels et ont déjà rencontré les problèmes qu'on peut leur poser quotidiennement dans les écoles. Donc, souplesse, professionnalisation. Troisième avantage que je vois aussi, c'est la simplicité du système. L'employeur, tout ce qu'il veut, c'est 2 choses. Le travailleur, les jours convenus, et une facture correcte à la fin du mois. Parce que le principe des groupements d'employeurs, c'est que le collaborateur est engagé par le groupement, qui signe le contrat de travail, qui fait toutes les formalités auprès de l'ONEM, du Forum, pour les cotisations sociales, etc., et qui paye le travailleur, évidemment, en fin de mois. Et le groupement refacture tous les mois, en général pro rata temporis, les prestations des travailleurs auprès des utilisateurs. Et c'est ainsi que le groupement dispose des fonds pour payer les salaires. Et donc l'entreprise, l'employeur qui a recours à un groupement, qui a recours à un travailleur partagé, reçoit simplement une facture fin de mois en fonction des prestations qui lui ont été assurées en cours de mois. Donc c'est un système très facile pour lui. Pour ce qui est du travailleur, l'avantage que moi j'y vois, c'est qu'il a un seul employeur, le groupement, un seul interlocuteur avec lequel régler ces différents problèmes administratifs, problème de congé, problème de maladie s'il en a, etc. C'est donc assez simple. C'est un job assez varié qui lui est proposé. J'ai connu des groupements où un utilisateur voulait débaucher un travailleur avec l'accord des autres co-utilisateurs, mais les 3 cas que j'ai connus, les travailleurs ont chaque fois dit non. Disant qu'ils préféraient rester dans le groupement parce qu'ils avaient un job qui était varié, diversifié, plus agréable, moins monotone que s'ils étaient auprès d'un seul utilisateur. Et puis, c'est aussi l'occasion pour lui d'acquérir davantage d'expérience et très rapidement, puisqu'il est confronté à des environnements de travail, des pratiques de travail qui en général sont différentes d'un employeur à l'autre. Voilà, assez succinctement brossé ce qu'est un groupement d'employeurs et ses avantages tant pour les utilisateurs que pour les travailleurs. Ben écoutez Pierre, un grand merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet des exemples, je voudrais me retourner vers Dominique par rapport à ce qui a été dit par Pierre. Est-ce qu'il y a des vraies différences en France par rapport au fonctionnement qui a été présenté? Est-ce qu'il y a des particularités françaises? Est-ce que vous vous retrouvez dans le schéma et le contour qui a été posé par Pierre, ou est-ce qu'il y a quelques achoppements bien différents? En fait, il y a une vraie similitude, ça c'est clair. Il y a une transversalité via la notion d'emploi partagé. Excusez-moi. Donc en fait, en France, ça existe depuis 1977. Ça a commencé déjà par les services de remplacement et après en 85, il me semble, les groupements d'employeurs. Donc, et c'est le monde agricole qui a été fer de lance pour créer les groupements d'employeurs. Donc chez nous, c'est aussi un modèle associatif, loi 1901, donc avec un conseil d'administration, un président. On a donc en fait à la création d'un groupement d'employeurs, c'est nous, la directe, dont c'est l'inspection du travail qui décide quelle convention collective on va appliquer. Mais c'est un peu similaire par rapport à vous, il me semble.
Et c'est eux qui vont nous dire, est-ce que notre convention collective sera agricole, est-ce qu'elle sera agroalimentaire, etc. Ce qui va déterminer la couleur et l'activité principale du groupement d'employeurs, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on peut, si on a une convention collective agricole, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bosser en agroalimentaire. Voilà, mais ça donne une orientation du groupement d'employeurs. Mais ça veut dire qu'on est, comme ce que disait Pierre, la direction du travail, comme chez vous le ministère, est très vigilant à la convention pour éviter des contournements réglementaires, rémunérateurs, en fonction des postes de travail occupés. En fait, il faut plus de 50% de l'activité sur une convention collective. Ça veut dire qu'au niveau agricole, un groupement d'employeurs, pour rester sur la convention collective agricole, il doit faire plus de 50% de son activité dans ce domaine-là, en fait. Très, très bien. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, l'objet, c'est toujours de la mise à disposition du personnel, et bien du personnel du groupement d'employeurs, qui est lié par un contrat de travail écrit. La mise à disposition en cascade est impossible. Ça veut dire que le groupement d'employeurs ne peut pas mettre à disposition un intérimaire chez un de ses adhérents. Ce n'est pas possible. En fait, ça doit vraiment être le salarié du groupement d'employeurs. Il doit avoir un lien contractuel entre le salarié et le groupement d'employeurs pour qu'il y ait une mise à disposition qui puisse se faire, en fait. Après, donc ça, c'était l'objet, les conventions, et après, ça reste très ouvert, en fait. On a des groupements d'employeurs qui sont super différents. Donc, qui sont des tout petits groupements d'employeurs, comme l'a imaginé au départ, hein, avec 3 ou 4 exploitants qui embauchent un salarié. On a des groupements d'employeurs qui sont 2-3 000 salariés chez nous. Donc, pas forcément dans le domaine agricole, mais dans le domaine agroalimentaire, industriel, etc. Enfin, on en a un super gros là qui est en Hauts-de-France, c'est Alliance Emploi, c'est le leader au niveau national. Donc on a 3 familles hein, chez nous de groupements d'employeurs. On a les services de remplacement, donc là qui sont labellisés entre guillemets par l'État aussi, et conventionnés avec la MSA et des structures pour que les agriculteurs puissent avoir quelqu'un sur leur exploitation quand ils sont malades, accidentés, etc., à moindre coût. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, hein, mais... C'est un volet social. Ça veut dire qu'on remplace les gens, maladie, accidents, vacances, loisirs, formation. On n'est pas dans du complément de main-d'œuvre, on est dans de l'accompagnement social du chef d'entreprise pour sa qualité de vie. Tout à fait. Les congés maternité des agricultrices, donc en fait, ils ont le droit à 6 semaines avant, 10 semaines après, comme le régime général en fait. Et la prise en charge, ce n'est pas des indemnités journalières, mais c'est le service de remplacement qui intervient gratuitement chez les agriculteurs, les agricultrices, via un financement MSA en fait. Donc ça, c'est la notion remplacement reconnu d'utilité sociale et bientôt d'utilité publique. Donc avec un réseau national, régional, etc. La deuxième famille de groupements d'employeurs, c'est le groupement d'employeurs classique hein, ou départemental. Donc avec une différence énorme entre des petits groupements d'employeurs, souvent gérés par le président où on a 2-3 exploitants qui s'associent pour avoir un salarié, ou avec des groupements d'employeurs qui sont super organisés, avec une activité forte et avec une diversité d'activités et d'entreprises très fortes en fait. Et un troisième groupement d'employeurs qu'on appelle GEC, qui est un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification. En fait, la spécificité de ce groupement d'employeurs-là, c'est de pouvoir insérer, de former et aider des gens à se reconvertir dans le domaine. Ça veut dire que c'est un groupement d'employeurs, mais il y a des aides supplémentaires pour que le salarié ou l'agent potentiel puisse se faire former, en fait. Et l'idée, c'est qu'il y a un accompagnement par le GEC, il y a une formation et il y a un accompagnement pendant toute la formation pour que le salarié puisse être employable à la fin de la formation. Voilà. Donc ça veut dire par exemple que le projet AgreenJob qui nous a été présenté en introduction, il vise à mobiliser des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi pour les faire travailler en agriculture. On aurait pu s'appuyer sur votre GEC pour les former et les insérer dans l'agriculture. Donc ça veut dire que c'est le GEC qui embauche. Excusez-moi.
Mais en fait, au départ, il y a un besoin d'entreprise, hein, c'est comme un GE. Il y a un besoin d'entreprise qui nous dit telle entreprise a besoin de tels salariés, de telles compétences. Le GEC est là pour former des agents qui sont très éloignés d'emploi ou alors en reconversion et on met en place une formation à la carte en fonction de la demande de l'entreprise, de la compétence du salarié. L'idée, c'est de faire matcher ça. Bien sûr. Et aussi d'enlever les freins aussi à la remise à l'emploi, mobilité, etc., motivation. Enfin, il y a tout un accompagnement autour de ça, quoi. Et quand vous parliez d'aide pour ce public-là, c'est important pour vous? Oui, hein, on a pas mal d'aide à l'embauche, d'aide à la formation, etc. Enfin, parce que aujourd'hui, on avait déjà un groupement d'employeurs, on aurait pu le faire via le groupement d'employeurs. Mais afin d'optimiser le coût aussi de mise à disposition, on a créé le GEC. Ce qui permet aussi de minimiser le coût aussi pour l'entreprise et d'avoir plus de facilité à réinsérer, à reconvertir des agents en fait. Donc voilà, et à l'issue du GEC, en fait, ces gens-là, ils sont réembauchés au sein du groupement d'employeurs pour être mis à disposition de toutes les entreprises. Super, super. Donc voilà les trois familles de groupements d'employeurs. Après, je pense que sur le reste, de toute façon, il y a beaucoup de similitudes. Nous, tous nos groupements d'employeurs, ils sont fiscalisés. On n'en a pas parlé, hein, mais donc après, avec le même fonctionnement, on embauche, on facture, etc. Enfin, c'est un système classique après. On fait la facture fin de mois en fonction des horaires et des mises à disposition de chacun. Et puis, si c'est un gros groupement, le staff administratif gère le personnel, fait les fiches de paye. Et si c'est un petit groupement, c'est la bonne volonté des bénévoles du conseil d'administration qui gèrent le planning et qui font les fiches de paye. Tout à fait. D'accord. Mais écoutez, on voit bien que les choses sont très, très proches, hormis que le groupement d'employeurs en France est beaucoup plus agricole que polyvalent, comme l'expliquait Pierre. Et donc, ça tombe bien. Ça va nous permettre de donner la parole à Brigitte de Tif, pour qu'elle nous explique comment ça fonctionne, son organisation dans la botte du Hainaut, cette organisation de l'associatif développement de la botte du Hainaut. C'est quoi les trois groupements, ou les 4 ou les 5, je ne sais pas, combien de personnes, comment vous fonctionnez, en complément de ce qui a été dit par Pierre et par Dominique. Allez, Brigitte, on vous écoute. Voilà, donc effectivement, en complément, ce que je peux dire, c'est que chez nous, nous avons la structure de base qui est développement en botte du Hainaut, donc DBH, qui a créé 3 groupements d'employeurs et qui en est la cellule de gestion. Donc on peut revenir peut-être, je me tourne vers Julie, on peut peut-être revenir vers les slides que vous aviez préparés, ça peut vous aider peut-être. Tout à fait. C'est plus visuel, effectivement. Voilà. Donc, nous avons créé, donc c'est DBH, la structure de base, qui a créé 3 groupements d'employeurs. Pourquoi 3? Ben justement, pour répondre à cette diversité dans le secteur de l'emploi. Donc, il y a un groupement d'employeurs plutôt pour le secteur marchand, qui lui est assujetti à la TVA. Un groupement d'employeurs pour le secteur associatif, donc qui n'est en général non assujetti à la TVA. Et puis, le dernier né, en 2021, nous avons créé un groupement d'employeurs plus spécifique au secteur agricole qui répond aux besoins de notre région, en fait. Et ces 3 groupements d'employeurs nous permettent dès lors d'avoir plusieurs commissions paritaires pour être au plus proche des secteurs de l'emploi et des besoins. Et donc, la spécificité un peu, c'est que c'est notre structure de base, donc DBH, l'ASBL qui a créé ces 3 groupements d'employeurs qui en assument toute la gestion administrative. D'accord. Donc, c'est notre équipe. Nous sommes actuellement 3 emplois qui géreront ces 4 ASBL, en fait, les 3 groupements d'employeurs et la structure de base. Et tout ça nous permet, comme on vient de voir sur le slide, de pouvoir proposer, selon les besoins des différents utilisateurs, tout métier confondu, et d'être au plus proche, comme je le disais, avec les commissions paritaires des différents secteurs.
Donc, tout ça est relativement nouveau puisque les 2 premiers ont été créés en 2000 et ont reçu leur agrément en 2018. Et donc, c'est depuis 2019 que nous avons eu le premier emploi. Et nous sommes actuellement donc à 128 membres, donc tout confondu, les trois groupements d'employeurs. Sur les 128 membres, il y en a 70 qui sont utilisateurs de personnel, en sachant que tous les membres de base qui ont aidé à la création de ces groupements d'employeurs, il y a d'abord les membres de DBH et les membres aussi qui croyaient en ce projet et qui n'ont pas nécessairement été utilisateurs. Tous les nouveaux membres actuellement sont tous utilisateurs puisqu'il faut, comme M. Neuret l'a expliqué, il faut être membre du groupement pour pouvoir utiliser le personnel. Et donc, nous sommes actuellement à 19 emplois, ce qui, en 3 ans de temps, donc ce qui dans la région représente quand même un beau succès. Et petit à petit, en fait, on fait connaître l'emploi partagé qui n'était pas du tout connu à la base. C'est encore un concept relativement nouveau et assez méconnu. Et donc, comme tout nouveau projet, ça prend beaucoup de temps pour faire connaître. Et c'est grâce au premier et à la publicité du bouche à oreille et aux actions de promotion que nous faisons, que petit à petit, on fait connaître ce concept qui répond, comme il a été présenté, vraiment à des besoins en temps partiel et qui permettent de créer de l'emploi. Voilà, donc nous sommes ici maintenant à 19 emplois pour plus ou moins 12,26 équivalents temps plein. D'accord. Et ce qui veut dire qu'en termes de facturation à l'utilisateur, ce sont les 3 groupes, c'est la même chose. Ce sont les 3 groupements d'employeurs qui facturent suivant le tarif horaire qui est établi, bien sûr, suivant une convention à la base et qui facturent en fonction du nombre d'heures. Mais principalement, nous travaillons toujours suivant un planning défini à la base avec les différents qui correspondent aux besoins. Donc, un planning défini où il peut y avoir, bien sûr, on essaie d'être le plus souple possible et on peut avoir des petites dérogations ou des avenants au contrat de base qui permet une certaine souplesse. Mais à la base, c'est suivant un planning défini et suivant un nombre d'heures déterminé. Parce que si vous avez 19 emplois, ça veut dire que vos 70 membres utilisateurs doivent quand même s'engager à utiliser à minima pour que ces personnels-là soient occupés. Ah, tout à fait, mais c'est chaque fois une personne va chez 2, 3, 4 employeurs. Donc, les 70 utilisateurs, c'est tout confondu, mais ce n'est pas 70 utilisateurs qui utilisent l'ensemble du personnel. C'est chaque fois une convention bien spécifique en fonction d'un besoin, d'un profil et pour une personne qui va aller effectivement quelques heures chez… Donc, ça va de 2 utilisateurs à, chez nous, dans nos exemples, à maximum 7 ou 8 pour le moment. D'accord. Et vos 3 personnels administratifs qui gèrent tout le staff administratif, les plannings, les fiches de paye, etc., donc vous les rémunérez en facturant cette prestation-là aux utilisateurs, ou est-ce que vous avez des subsides qui viennent de la région wallonne, qui viennent de quelques financements publics particuliers ou pas? Pour le moment, pour aider justement au lancement de ces groupements d'employeurs, nous avons une aide dans le cadre du programme LEADER, qui est un programme européen également. Ça limite la facturation à l'utilisateur. Les groupements d'employeurs facturent malgré tout un certain pourcentage, bien sûr, pour le travail de gestion. Mais ça, ce sont des groupements proprement dit qui facturent au niveau comptable. Oui. Mais pas en totalité, puisque vous avez quelques subsides leaders sur ce projet-là. D'accord, ok. Mais écoutez, merci de cette présentation. Je vais peut-être demander à Dominique Pacou de faire le même exercice sur son réseau, pour qu'on puisse aussi comprendre
comment vous fonctionnez, comment vous êtes articulé, combien de salariés, combien d'utilisateurs, etc. Il me semble qu'on a une petite vidéo à vous proposer. J'ai reçu ça, on l'a téléchargée, regardez, elle est presque prête. Je la lance. Merci Julie infiniment. Je m'appelle Émilie. Je m'appelle Tiffany, je suis au réseau depuis 3 ans. Je m'appelle Armand Dauphine, donc je travaille au service de remplacement. Moi c'est Juliette, j'ai 28 ans. Bon, je m'appelle Xavier, je travaille chez Réseau depuis 2 ans. Quelle magnifique vidéo avec des belles images, ça donne envie. Donc 450 adhérents utilisateurs, 3 personnels administratifs relais qui gèrent les plannings, etc., d'après ce que j'ai cru comprendre en vidéo. Et combien de salariés à peu près dans votre réseau? En fait, on a grosso modo en moyenne 350 salariés sur les 3 structures. Hein. Réseau, c'est toujours les 3 structures, SR, GE et GEC. Alors, SR, service de remplacement. Oui, service de remplacement. GE et GEC pour l'insertion qualification des demandeurs d'emploi. Tout à fait. Donc, il y a 40 ans, hein, donc, il y a eu le groupe service de remplacement qui a été créé. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait que le service de remplacement, allez, une vingtaine de salariés. On a rapidement créé un groupement d'employeurs parce que sur l'aspect service de remplacement, on ne peut pas faire de complément de main-d'œuvre ou très limité à 20% de l'activité. Et il y avait un besoin énorme en groupement d'employeurs. Parce que dans les Flandres, hein, il y a beaucoup d'élevage, notamment en porc, avec des besoins très importants en entretien de bâtiments, en pommes de terre aussi, donc tout ce qui est travaux de récolte, etc. Donc il y avait un énorme besoin en groupement d'employeurs, donc ce qui a été créé en 2000. Donc on a fonctionné une dizaine d'années comme ça et on s'est vite rendu compte que ça a des limites. Travailler en mono-activité, ça a des limites parce que les points d'activité, c'est toujours les mêmes pour toutes les entreprises. Excusez-moi. Donc ce qui crée un peu de soucis, ça veut dire qu'au printemps et à la récolte, tout le monde a besoin du même personnel. Et ensuite, entre deux, surtout en hiver, on avait un manque de besoins en fait en entreprise. Parce que chez nous, il n'y avait pas forcément d'engagement de 3 jours, 2 jours, etc. C'était assez souple et très ouvert en fait. Historiquement, ça a toujours été comme ça, notamment parce qu'on a toujours nos salariés qui étaient salariés du service de remplacement et du groupement d'employeurs. Donc, ce qui donne une souplesse supplémentaire en fait. S'ils n'avaient pas de travail au SR, au service de remplacement, ils en avaient au groupement d'employeurs. Donc, c'est optimiser vraiment le système, en fait. Donc, un agriculteur peut utiliser les 2 structures, en fait. Donc, fort de ce constat-là, on a diversifié vers d'autres activités. Parce qu'historiquement, on a beaucoup de maçons chez nous, pour tout ce qui est entretien de bâtiments. Donc, on a bossé sur des gîtes aussi. On avait des plaquistes, des maçons, beaucoup de personnes en entretien.
Donc, on a bossé dans des gîtes. Après, on a commencé à bosser en agroalimentaire, sur des filières lin, sur du drainage. Aujourd'hui, en fait, on fait tout, quoi. Aujourd'hui, on bosse en boucherie également. L'idée, c'est de vraiment occuper le terrain. Sur l'aspect groupement d'employeurs, c'est pour ça qu'on a des chargés de territoire qui occupent le terrain. Une entreprise d'un territoire qui a un besoin, l'objectif, c'est d'y répondre. Et notre champ d'action, grosso modo, c'est l'activité agro-rurale. On ne va pas les travailler en industrie. On se donne quand même cette barrière-là, et avec toujours en fond la convention collective. Voilà. Donc voilà, enfin, sur l'aspect groupement d'employeurs. Après, on a créé le GEC parce qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver du personnel. Déjà, il y a 5 ans. Beaucoup de difficultés à trouver des compétences. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, il y a des jeunes qui venaient chez nous, mais finalement, ils avaient la motivation, ils avaient l'envie, mais ils n'avaient pas forcément la compétence. Et il nous manquait cet outil pour pouvoir faciliter la formation, la reconversion, etc. Donc, d'où la création du GEC. Donc, c'est vrai qu'avec beaucoup d'aide au poste, beaucoup d'aide à la reconversion, etc., c'est ce qui a facilité aussi l'entrée de ce type de public, mais ce n'est pas péjoratif, dans les entreprises. Et c'est vraiment, pour moi, un bon coup de pouce pour ces agents-là, en fait, pour qu'ils viennent après au groupement d'employeurs. Donc, on avait nos 3 structures il y a 5 ans, mais la difficulté, c'était la communication derrière ça. Donc, communiquer sur le service de remplacement, le groupement d'employeurs et le GEC, c'était un peu compliqué pour nous. Parce que sur quelle structure on communique, etc. Et on n'avait pas de site internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc on a investi dans de la communication. On a fait appel à un cabinet conseil, etc. Et donc, on a créé Réseau. Réseau, à l'origine, c'est une organisation des services en emploi rural. Donc, on ne voulait pas mettre oser parce qu'on n'a pas osé, tout simplement. Mais donc, du coup, on s'est dit, on va mettre Réseau. Et toujours avec la notion d'emploi rural, mais pas donc pour ouvrir le champ d'activité agri, en fait. Donc voilà, après, au-delà de ça, on a embauché une chargée de com, parce qu'une fois qu'on a les outils, c'est bien, mais il faut faire vivre la marque. Et la marque, c'est ce qui nous ramène aussi du potentiel salarié, en fait. Parce qu'on a de l'activité, on a des besoins, mais comme toute entreprise aujourd'hui, et on se doit aussi de travailler sur notre image, quoi. Ce qui est très important, parce que aujourd'hui, salarié agricole, c'est pas très glamour, pour être clair, c'est pas très vendeur. Donc l'idée, c'est de communiquer, c'est d'expliquer ce qu'on fait, c'est de travailler sur la marque, aussi bien en interne qu'en externe. Ça veut dire qu'on fait super attention à ce qu'on véhicule comme image, à ce que nos salariés véhiculent, parce que c'est eux nos ambassadeurs, en fait, pour trouver des agents. Après, l'activité groupement d'employeurs et réseau, grosso modo, depuis... on n'a jamais connu de baisse d'activité, pour être clair. Depuis une dizaine d'années, ça s'est quand même fortement accentué, où on a 15 à 20% d'augmentation d'activité tous les ans. Parce que donc les entreprises... Assez comparable à la courbe que nous a montrée Brigitte. Oui, complètement. Parce que les entreprises ont besoin. Ils ont besoin d'une compétence à un moment donné. Pour eux, ça optimise leur système de production, en fait. Donc, et on a des salariés qui retournent dans les mêmes entreprises tous les ans. Et des salariés qui font de l'agroalimentaire, ils font de l'agricole, ils retournent dans l'agroalimentaire. Enfin, pour moi, c'est un système gagnant-gagnant, quoi. Et ça, j'en suis convaincu, quoi. Ça, c'est clair. Et le meilleur résultat, c'est le besoin en entreprise. Et j'imagine que chez vous, madame, c'est pareil, toutes les entreprises, ils nous demandent du personnel, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver encore. Tout à fait. C'est difficile. Bah oui, mais donc je suis convaincu que les groupements d'employeurs, ils vont encore se développer. Et donc le nombre de salariés en groupement d'employeurs, il y a plus que doublé. Il y a eu une étude à Clermont-Ferrand il y a peu de temps là sur l'élevage. Donc, ils ont montré que le nombre de groupements d'employeurs et les salariés en groupement d'employeurs, ça explose. Ça, c'est clair. C'est une certitude.
Parce que c'est du gagnant-gagnant. Entre le salarié qui s'éclate vraiment dans un job qui est complètement diversifié, et grosso modo, il fait ce qu'il aime, et une entreprise qui a quelqu'un à un moment T, et qui a une bonne compétence à un moment T, enfin, on ne peut pas rêver mieux, entre guillemets. Donc voilà, enfin, et nous, notre job... Oui. Non, mais terminez, je vous en prie. Et nous, notre job, c'est de coordonner tout ça, en fait. D'accord. Donc, on fait de la prestation. L'idée, c'est que ça soit du gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le salarié. Et nous, notre job, c'est que ça se passe au mieux possible entre l'entreprise et voilà. Et donc, on est un CSE aussi, donc c'est ce qu'on appelle un comité d'entreprise. Oui, avec plus de 50 salariés, vous n'avez pas le choix. Oui. Donc, ouais, donc qui permet aussi de donner quelques avantages aux salariés et puis de créer une vie aussi. Créer une vie d'appartenance parce que nos salariés ils sont dans de multiples entreprises, chez de multiples agriculteurs, mais finalement, ils se retrouvent un peu orphelins. Et nous, on veut les raccrocher chez nous, en fait, à réseau, pour qu'ils aient une question d'appartenance à la structure. Oui, et ça, c'est super important. Réseau, oui. Donc voilà, il y a plein de choses à étudier, à faire avancer, mais je trouve que c'est passionnant parce que, comme monsieur le disait au tout départ, enfin, il n'y a pas de limite en employeur. Grosso modo, on fait ce qu'on veut. Il y a un cadre national, mais à l'intérieur de ça, on fait ce qu'on veut, quoi. Alors, j'ai la même question qu'avec Brigitte. Vous nous présentez votre structure avec 3 agents territoriaux, un agent de com. Je suppose qu'il y a de la compta, il y a de la facturation, donc du personnel administratif. Votre staff administratif au total, c'est combien de personnes? Donc aujourd'hui, on a une dizaine de personnes. D'accord, pour 450 adhérents. Ouais, 350 salariés. Donc au niveau paye, on a 3 personnes. On a un responsable administratif, un comptable et une secrétaire paye. Ensuite, on a une chargée de com, on a 3 chargés de territoire, on a une personne qui fait le GEC et on a une personne aussi qui bosse sur une filière de porc, en fait, en filière qualité. Et pour limiter les coûts aux utilisateurs, je suppose que ce sont des frais de gestion que vous facturez aux utilisateurs. Là aussi, vous avez des subsides, des subventions de la région, Pas du tout. Pas de sous, tout facturé aux adhérents. Tout à fait. Malgré cela, le coût main-d'œuvre facturé produit de l'attractivité, parce que je suppose que vous êtes forcément supérieur au SMIC avec ces frais de gestion, puisqu'en fait, l'agriculteur, il a un service clé en main dont il a une facture, forcément. Puisque... Ouais. En fait, on n'a pas de subvention de fonctionnement. Et grosso modo, on n'en veut pas. Parce que pour moi, on doit être une structure qui doit être rentable et qui doit savoir fonctionner de façon autonome. Donc en fait, c'est vrai que tous les staffs administratifs y est payé par l'heure de mise à disposition. D'accord. Et l'objet aussi, c'est d'optimiser un maximum, sachant qu'on a créé un groupement d'employeurs, je ne l'ai pas évoqué, mais support, qui permet de gérer les coûts et de facturer les coûts pour chaque structure, en fait. D'accord. Vous partagez, tout à fait. Vous avez une compte analytique et à chaque structure, vous facturez le temps passé de vos agents administratifs. Grosso modo, allez, en termes de fonctionnement, on est à 7-8%. Et l'objectif, c'est de ne pas augmenter. Même si là, on a embauché 2 personnes en chargé de territoire, ça c'est clair, parce que c'était un choix de proximité et de proximité salarié et entreprise, mais même avec un coût supérieur. L'objectif, c'est de faire évoluer l'activité pour pas que l'agriculteur ou l'entreprise paie davantage, en fait. D'accord. On ne veut pas augmenter plus de 8% nos frais de fonctionnement. Ouais, donc vous les contenez, c'est super. Écoutez, voilà déjà trois interventions qui commencent à nous éclairer assez précisément sur ce qu'est un groupement, comment ça se constitue, comment ça fonctionne, etc. On va en rester là sur cette première partie. Je me retourne vers Dominique, vers Brigitte, mais Pierre intervient aussi, puisque vous êtes aussi des employeurs et représentants des employeurs. Dominique, tu n'as pas pu être accompagné d'un salarié? Ouais, non. Mais c'est pas grave. Désolé. Maintenant, on va commencer à poser des questions plutôt version employeur et version salarié. Comment vous vivez? C'est-à-dire que là, vous avez fait un exposé de gestionnaire et
responsable pour promouvoir cet outil-là. Maintenant, la question fondamentale, c'est je suis un agriculteur, j'ai mon entreprise, j'ai mes vaches à traire, j'ai ma PAC, j'ai mes suivis administratifs et réglementaires, je suis un artisan. Comment je m'adresse, comment je peux connaître le groupement d'employeurs, comment j'y adhère et qu'est-ce que j'y trouve? Donc, soit Brigitte, soit Pierre, soit Dominique, peu importe, il y en a un de vous trois qui se lance et puis les autres réagissent, il n'y a pas de sujet. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. On est... Ah, pardon. Allez-y. Allez-y, Oui. Brigitte. Je Allez-y, dis, Brigitte. Honneur aux dames. Brigitte va se lancer. On essaye au maximum d'être présent dans toutes les activités, en fait, où il y a un rassemblement quelconque, soit des conférences ou des organisations diverses dans la région au sens large. On participe pour justement avoir l'occasion de présenter notre structure et le concept de l'emploi partagé. Donc ça, c'est une chose. Et puis, nous avons aussi des actions de promotion et nous avons effectivement, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux et le site Internet également pour essayer de nous faire connaître. Actuellement, nous avons une campagne radio aussi et nous créons cette année-ci des petits événements dans les différentes communes de la Botte du Hainaut où nous invitons personnellement tous les employeurs potentiels pour justement essayer de nous faire connaître parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un concept qui est peu connu et qui mérite vraiment d'être connu, mais qui demande quand même pas mal d'explications pour qu'il soit bien compris, qu'il ne soit pas non plus identifié à d'autres formes de mise à disposition. Et donc, c'est vrai que ça demande un investissement en temps également pour mieux se faire connaître. Merci Brigitte. Et Dominique, moi je suis un agriculteur, j'ai besoin de quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est 2 jours, 3 jours. Moi, gérer le planning, faire les fiches de paye, les entretiens annuels d'évaluation, faire la commission d'embauche, moi tout ça, ça me gonfle, je ne sais pas faire. Moi, ce n'est pas mon métier. Qu'est-ce que tu me proposes, Dominique? Vous êtes à la bonne place. En fait, déjà, qui dit association dit adhésion. Donc, chez nous, c'est 60 € d'adhésion par an et par entreprise. Donc, le coût est assez modique. Après, de toute façon, on propose des compétences, mais pas que. Moi, quand je m'adresse à une entreprise ou à un agriculteur, je veux savoir qu'est-ce qu'il recherche en termes de personnel, en fait. Quelle personne il recherche? Parce que derrière la compétence, il y a aussi la personne, en fait. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Donc, on part d'une compétence, ça c'est clair, un chauffeur de tracteur, etc. Mais est-ce qu'il sera autonome? Est-ce qu'il y a un besoin de responsabilité? En termes de savoir-être, quel est le positionnement idéal pour l'entrepreneur? Parce que c'est toujours lié à l'entreprise, en fait, ou au chef d'exploitation. Donc, il y a toute cette notion humaine aussi qu'on ramène et qu'on veut essayer de comprendre. Parce que derrière ça, en fonction du besoin, on peut proposer telle ou telle personne qui sont disponibles chez nous et après embaucher. Si on n'a pas la personne dispo chez nous, quoi. Donc, si on doit embaucher, on ne peut pas se tromper dans l'embauche. Par exemple, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a un ouvrier d'exécution parce que moi, je veux commander, j'ai juste besoin de quelqu'un qui m'aide. Par contre, mon voisin, lui, il part beaucoup, il est beaucoup responsable agricole, il est beaucoup. Et puis lui, il a besoin de quelqu'un d'autonome. Donc, comment vous arrivez à gérer ces différents profils, à les mettre à disposition, les former, les trouver sur le marché du travail? En fait, chez nous, nos 350 salariés, il y a une partie qui sont pris quasiment à temps plein à l'année dans diverses exploitations ou entreprises, où il y a déjà un planning qui n'est pas formel, mais qui est quasiment fait, où c'est 6 mois, 6 mois, 3 mois, 2 mois, etc. Où après, il y a un volant de salariés où ils ne veulent pas être attachés à telle ou telle exploitation ou structure. Et eux, ils aiment bien bouger.
Donc, ça veut dire que je vais piocher dans ce potentiel de salarié-là, voir quelle est sa disponibilité et vous le proposer. Voilà. Et si j'aime vraiment pas la dispo, là, on fait appel aux partenaires de l'emploi, etc., pour trouver une solution, quoi. Pierre, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces deux témoignages ou pas? Oui, peut-être. D'abord, signaler qu'en Belgique et en Wallonie en particulier, les groupements ne sont pas aussi répandus qu'en France. Et donc, l'agriculteur qui est intéressé, la première chose qu'il devrait faire, c'est s'inquiéter de savoir s'il y a un groupement proche de chez lui auquel il pourrait adhérer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, il y en a une dizaine en Belgique, enfin surtout en Wallonie, et ils ne couvrent pas tout le territoire encore, malheureusement. D'accord. Et notre difficulté à nous est d'arriver à faire, voilà, connaître le dispositif. Brigitte de Tif l'a signalé tout à l'heure, c'est encore malheureusement trop peu connu. Et surtout à sensibiliser toute une série de partenaires, d'acteurs, des unions professionnelles, des fédérations, des organismes de développement économique, chambres de commerce et autres, qui pourraient prendre à bras-le-corps le développement des groupements d'employeurs. Parce que Brigitte de Tif l'a évoqué en filigrane tout à l'heure, la problématique d'un groupement, c'est sa gestion. Vous avez posé plusieurs questions à ce sujet-là. Ce n'est pas l'objet des membres du groupement que de gérer un groupement d'employeurs. Les agriculteurs, ils viennent pour trouver un emploi partagé. Mais ce n'est pas eux qui vont se soucier de gérer le groupement d'employeurs. Même s'ils en sont membres, ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps, ils ne viennent pas là pour ça. Donc, il faut trouver une structure qui est à même d'assurer la gestion du groupement. Et de le faire de manière professionnelle, transparente et en confiance pour les membres. Tout à fait. Et là, voilà, le réseau a manifestement la taille critique pour pouvoir être autonome de ce point de vue-là. Le groupement d'écoles dont je parle, que j'ai contribué à créer et que je gère encore un peu pour le moment, commence aussi à atteindre sa taille critique. Dans le cas de DBH, Madame de Tif l'a bien expliqué, c'est la structure DBH qui gère les 3 groupements. Et donc là, à chaque fois, on voit qu'il y a une structure professionnelle qui a pour mission de rendre des services à des entreprises, à des employeurs, qui met ses compétences à disposition pour gérer un groupement d'employeurs. Et donc, dans des régions où il n'y a pas encore de groupement, la difficulté est là. C'est d'arriver à trouver une structure qui est d'accord de se mobiliser que pour d'abord commencer à fédérer des agriculteurs, parce que le premier qui va se présenter, c'est très bien, mais il en faut un deuxième, un troisième, un quatrième pour arriver à compléter l'engagement et puis mettre en place la structure, le groupement et lancer l'organisation du dispositif. En clair, trouver des travailleurs, les mettre à disposition et facturer mensuellement. En soi, ce n'est pas compliqué, mais ça demande une gestion rigoureuse, professionnelle et transparente. Alors moi, j'ai une question supplémentaire. Il pleut pendant 3 semaines, c'est un temps exécrable, on ne peut pas travailler et j'ai pas envie, j'ai 450 adhérents, j'ai pas envie d'utiliser le groupement pendant 3 semaines. Qu'est-ce que deviennent les salariés? Comment vous gérez ces conflits? Ou à l'inverse, il fait une fenêtre de beau temps, tout le monde a besoin d'un conducteur d'une machine à rouir, il en faudrait 15, j'en ai que 3, comment je fais pour les mettre à disposition et chez qui je les mets? En fait, on a souvent le cas. Rouir, vous parlez du lin, donc… Oui, j'ai vu, parce que j'ai vu la photo, donc comme je suis normand d'origine, je sais ce que c'est que rouir du lin, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc en fait, on a eu le cas cette année encore, mais comme tous les ans. En fait, l'idée, c'est de l'anticiper, tous ces points de travail-là, on anticipe, on embauche énormément de saisonniers déjà, et on fait ce qu'on peut. Pour être clair, il n'y a pas de recette miracle, on fait ce qu'on peut. On essaie d'aller rechercher aussi des salariés dans d'autres structures adhérentes. Ça veut dire qu'un agriculteur qui n'a pas forcément besoin, qui peut se passer du salarié, on va le reprendre pour aller faire du lin. Quelqu'un qui est en service de remplacement ou auquel il peut se passer pendant quelques jours, on va aller le rechercher. Voilà, c'est une question aussi toujours de compromis entre nos adhérents et nos salariés, en fait. Parce que là, la priorité, c'est de sauver les récoltes. Donc, on fait ce qu'on peut pour mettre un maximum de salariés. Donc ça, c'est la gestion quotidienne. Mais il y a aussi la notion d'anticipation. Et c'est ce qu'on essaie de faire au max, quoi. Mais c'est pas facile. Et pareil, s'il pleut pendant 3 semaines, on reprend le salarié. Parce que l'objectif, c'est pas de créer une charge non plus
chez l'exploitant ou dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, on le met dans un domaine en agroalimentaire, etc. Parce qu'on a tellement de besoins en entreprise que c'est même pas un souci. Et moi, ce qui m'étonne par rapport au témoignage de monsieur, je me demande est-ce qu'il y a beaucoup de besoins en exploitation agricole en Belgique? Parce que eux, ils doivent être fortement demandeurs également pour les groupements d'employeurs. Chez nous, en tout cas, il y a de la demande. Le problème, c'est comme vous l'avez souligné également, c'est de trouver les bons ouvriers agricoles. Par contre, on n'est pas confronté à ce même problème puisque chez nous, les utilisateurs s'engagent, suivant la convention de base au départ, à engager la personne X heures par mois. Et là, il n'y a pas vraiment de dérogation possible. Il y a des possibilités d'avenant à durée déterminée pour, par exemple, augmenter le nombre d'heures pour autant que ça convienne au planning horaire et à toutes les personnes. On peut augmenter le nombre d'heures chez un ou deux utilisateurs à durée déterminée pour effectivement pallier à un surcroît de travail. Mais à la base, les utilisateurs s'engagent à prendre la personne un certain nombre d'heures. Sinon, nous, on n'aura pas la possibilité de payer cette personne-là, en fait. On ne joue pas avec cette mise à disposition à différents moments avec les personnes. Elles sont tout le temps amenées à travailler chez les 3, 4, 5 utilisateurs de base, en fait. Donc, vous vous appuyez sur une notion d'engagement minimum de la part des adhérents pour pouvoir assurer un minimum de travail pour vos salariés, vos agents salariés. Oui. D'accord. Donc, maintenant, je vais poser une question. On va changer de casquette. Je suis salarié. Je travaille en groupement. Est-ce que, compte tenu de cette variabilité d'horaire, de saisonnalité du travail, vous utilisez l'annualisation du temps de travail? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses périodes de pointe où les gens font beaucoup d'heures? Il y a des périodes où ils sont en repos, je ne vais pas dire forcé, mais la saisonnalité est ainsi faite qu'on peut faire plus d'activités sur une période, moins sur d'autres. Comment les salariés le vivent? D'abord, est-ce que vous le mettez en œuvre et est-ce que c'est bien vécu par les agents? Chez nous, non, comme je viens de le dire. Donc, il n'y a pas d'annualisation, il n'y a pas de variation d'horaire hebdomadaire en fonction des charges des entreprises et des adhérents. Il y a des possibilités, comme je le disais, d'avoir des avenants au contrat pour certaines durées déterminées. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi, on a des tableaux de dérogation, puisque bien sûr, tout ça doit être fait dans la légalité et aussi en fonction des assurances. Donc, on peut modifier les horaires. Mais à la base, le nombre d'heures, il reste toujours plus ou moins identique. D'accord. Et chez Dominique, l'annualisation, elle est en vigueur? Non. En fait, en termes d'organisation du travail, on paie les heures sup à la semaine. Ça veut dire que l'objectif derrière ça, c'est de récompenser le salarié qui bosse. Parce que la difficulté, c'est de trouver du personnel. Donc, celui qui a envie d'eux, qui bosse, qui fait des heures, pour moi, il doit être payé. L'annualisation pour les groupements d'employeurs, c'est beaucoup plus facile. Je suis complètement d'accord parce que ça compense les périodes hautes, les périodes basses, etc. Mais avec la notion de RH, je trouve que c'est plus attractif de payer les heures pour les heures. Ça veut dire qu'il y a des périodes où ils font énormément d'heures, ça c'est clair, mais ils sont demandeurs parce que derrière, ils tiennent à avoir aussi une rémunération confortable, et c'est le cas. Après, il y a des périodes plus basses, mais les périodes plus basses, finalement, c'est du temps plein. Et on n'a plus de période creuse. Parce que là, en ce moment, ils font de l'agroalimentaire, ils font du bâtiment, ils font de l'entretien, etc. Donc, la diversité d'activités fait. Oula, j'espère que je ne suis pas coupé. Vous n'avez pas coupé, je pense que c'est Dominique qui bloquait. Ouais, d'accord. C'est reparti. Et Pierre, je voulais lui poser la question. En Wallonie et en Belgique, ce que nous, en France, on appelle l'annualisation du temps de travail, c'est possible réglementairement ou pas du tout? Ça dépend des commissions paritaires.
D'accord. Donc, dans le cadre, par exemple, du groupement des écoles que j'ai évoqué tout à l'heure, l'annualisation est évidemment prévue. Les écoles étant fermées en général en juillet ou à Pâques, à Noël, enfin toute une série de périodes de l'année, les collaborateurs ont du mal à se rendre dans les établissements scolaires à ce moment-là. Et donc, on pratique alors l'annualisation du temps de travail. On leur demande de travailler davantage pendant l'année académique et de récupérer les heures supplémentaires pendant les congés scolaires. Je ne suis pas un spécialiste du secteur agricole, donc je ne sais pas trop comment, si c'est possible au plan annuel dans le secteur agricole, mais je connais des groupements en Wallonie qui pratiquent comme ça. Alors, pas l'annualisation, mais sur un mois, il y a des travailleurs, enfin, un travailleur pourra travailler davantage chez un utilisateur et puis récupérer peut-être à la fin du mois ou le mois suivant. Donc ça, je sais que ça se fait. Mais c'est un peu artisanal et sur une échelle plus importante comme celle de réseau, je comprends que ce soit difficile à gérer comme ça. Alors chez nous en France, pour répondre à la question de Pierre, l'annualisation d'agriculture est tout à fait possible, hein, sachant que la durée maximum hebdomadaire autorisée, c'est 48 heures, que la durée légale, c'est 35 heures. Et donc, en fait, ils peuvent être embauchés sur des contrats à 35 heures annuelles, mais montés sur des périodes maximum jusqu'à 48 heures par semaine, sur maximum 4 semaines consécutives, et ils peuvent avoir des périodes très creuses, voire des périodes sur lesquelles ils ne travaillent pas. Et l'intérêt, c'est qu'ils fassent 35 heures moyens sur l'année, et que s'ils font moins de 35 heures moyens sur l'année, ils seront de toute façon payés 35 heures, et ils n'ont pas droit de faire plus de 48 heures, sauf dérogation express de la direction du travail, pour des périodes de moisson où là, c'est l'État, enfin comme chez vous, le ministère, qui dit j'autorise plus de 48 heures, mais sur une certaine convention collective, sur certains types de travaux, et notamment c'est la moisson. Voilà. D'autre part, je ne sais pas pour l'avoir pratiqué, mais dans un autre secteur, que les groupements peuvent avoir aussi accès au chômage économique. Hein, vous parliez tout à l'heure, s'il pleut pendant 3 semaines et qu'on a des travailleurs qui restent sur le carreau, bon, de nouveau, je ne suis pas un spécialiste du secteur agricole, mais dans un autre secteur, on a pu avoir recours au chômage économique. Tout à fait. Alors, ce que nous avons mis en place aussi, nous, pour un petit peu répondre à ces exigences-là, c'est qu'il y a possibilité, en fait, d'avoir des contrats à temps variable. Donc, ce qui veut dire que par exemple, et on peut choisir le délai. Nous avons par exemple une employée qui travaille sur tous les 3 mois. Elle doit arriver à son nombre d'heures, mais sur 3 mois de temps. Donc là, ça permet effectivement à certains moments de travailler un peu plus et à d'autres de travailler un peu moins. Donc ça, nous en avons sur les 19 emplois, nous avons 2 cas comme cela. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi. J'avais aussi une question à Brigitte et à Dominique. On sait que les agriculteurs ont du mal à embaucher parce qu'ils sont très paternalistes et qu'ils ont besoin de cette notion de proximité. Je le connais, c'est un bon salarié, j'ai confiance en lui, donc je l'embauche. Et souvent, le groupement d'employeurs peut être un tremplin à une embauche définitive dans une entreprise. Et est-ce que vous faites beaucoup débaucher des agents chez vos adhérents ou pas? Est-ce que le groupement d'employeurs est reconnu comme une école de formation et d'insertion où vous avez beaucoup de turnover dans vos agents parce qu'ils se font débaucher après chez des agriculteurs définitivement par une embauche directe. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est courant? Et est-ce que c'est une contrainte? Nous étant tout nouveau, on n'a pas encore énormément d'expérience, mais c'est déjà arrivé. Ici, dernièrement, nous avions un ouvrier agricole qui travaillait pour 3 entreprises agricoles et qui finalement se retrouve, mais c'est très bien, on a créé un emploi supplémentaire puisqu'il a fallu le remplacer par ailleurs. Il a été engagé donc à temps plein par une des 3 entreprises. Donc effectivement, c'est… Et Dominique est reconnecté ou pas? Oui, c'est bon. Vous avez ce type de problématique dans votre groupement aussi ou pas? Alors moi, sur cette problématique-là, je suis assez clair avec les adhérents. À partir du moment où ils sont adhérents d'un groupement d'employeurs, ça veut dire qu'ils sont co-responsables du salarié et ça veut dire qu'ils se mettent en commun, c'est comme une CUMA, pour embaucher quelqu'un. Bien sûr. Ça veut dire que s'ils débauchent quelqu'un, ils cassent la confiance entre les adhérents, en fait, pour moi, et ça veut dire qu'ils pénalisent aussi l'autre adhérent. Donc moi, sur la notion de débauchage, c'est même pas possible, j'en veux pas.
un agri qui me débauche un salarié, il n'est plus adhérent chez nous. Ok. Donc là-dessus, je suis très clair. C'est une question de respect de la structure et de respect aussi des autres adhérents. Parce qu'on n'est pas, pour moi, un centre de formation pour les agriculteurs, pour les entreprises. On est des professionnels, on est une structure, pour moi, professionnelle, qui permet de mettre à disposition des compétences à un moment donné, quoi. Donc, et vous vous en faites débaucher par des non-adhérents qui regardent par au-dessus de la haie et qui disent maintenant que celui-là, il n'est pas trop mal, je vais le voir? Sincèrement, ça arrive très peu. Très peu, d'accord. Okay. On en a peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mais nos salariés nous disent régulièrement, bah tiens, on m'a proposé d'aller bosser là-bas, mais eux, ils y tiennent pas. Parce que déjà, en termes de rémunération, ils sont bien payés. Deuxièmement, ils ont une diversité d'activités. Et ensuite, s'il y a une mission qui leur plaît plus ou une exploitation chez qui ils veulent plus aller, bah, on l'entend et on change le fonctionnement, quoi. Donc pour eux, enfin... Voilà. Écoutez, un grand merci. Alors, on va peut-être passer aux questions avec l'auditoire. Hein. J'en ai déjà quelques-unes. J'en ai aperçu une ou deux, notamment Olivier qui pose une question sur les groupements d'employeurs en agriculture ne sont pas développés en Wallonie. Question et constat. Peut-on remédier à cette situation-là? Est-ce que à Green Job, est-ce que Coform, est-ce que EAL au carré vont être des acteurs de promotion des groupements d'employeurs? On va poser la question parce que c'est une question plutôt peut-être pour Pierre. Est-ce qu'on a l'espoir que ça décolle un peu? Ah, l'espoir, oui, sinon on ne travaillerait plus. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, mais j'ai rencontré Green Job, j'ai rencontré Coform, j'ai rencontré pas mal d'opérateurs déjà pour essayer de les sensibiliser et dans l'espoir qu'ils prennent le taureau par les cornes. Mais en Belgique, c'est une réflexion que je me suis faite, in fine. Je pense que le secteur agricole est encore plus individualiste qu'en France. Il y a en France une longue tradition de mutualisation, notamment avec les CUMA, on les a évoqués tout à l'heure. Les agriculteurs en France sont habitués à partager du matériel et c'est donc naturellement qu'ils ont pensé après ça à partager de la main-d'œuvre. Mais en Belgique, les CUMA n'existent pas. Et donc les agriculteurs se sont débrouillés seuls longtemps et continuent encore à avoir cette mentalité individualiste. Mais voilà, on continue à prêcher la bonne parole en espérant que progressivement des fédérations, des unions professionnelles, comme je le disais tout à l'heure, vont se mettre à tirer la charrette et à organiser, à mettre en place des groupements d'employeurs. Ce ne sont pas les agriculteurs eux-mêmes qui vont le faire spontanément. Il faut que derrière, il y ait une structure qui le fasse comme DBH l'a fait. Tout à fait. Pour vous répondre, Pierre, les CUMA en France sont de droit groupement d'employeurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent créer une section main-d'œuvre et embaucher du personnel et le mettre à disposition de leurs adhérents. Comme ils ont une section tracteur, ils ont une section batteuse, ils peuvent avoir une section main-d'œuvre et embaucher un salarié pour le mettre à disposition de leurs adhérents. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus. Nous, les 3 derniers groupements d'employeurs qu'on a créés sur le département, ce sont des CUMA qui ont créé des postes de travail mis à disposition de leurs adhérents. En plus de la machine, c'est-à-dire que la machine, elle est mise à disposition avec le chauffeur. Voilà. J'ai une autre question, mais vous pouvez les poser en direct. On est peu nombreux. Vous pouvez maintenant lever la main, prendre la parole. Donc, il y a Elisabeth qui pose une question. Est-ce une possibilité de partenariat France-Belgique? Est-ce que c'est possible? Par exemple, est-ce que moi, Belge, je peux adhérer à un groupement français? Bien sûr. Oui, pas de problème. Et l'inverse aussi. Hein. Oui. On pourrait très bien. En fait, c'est ce qu'on a découvert. C'est ce qu'on a découvert dans le cadre des projets Interreg qu'on a conduits. La mobilité transfrontalière depuis Schengen est tout à fait possible. Donc, on peut signer des contrats de travail avec des salariés belges en France et des contrats de travail en Belgique avec des salariés français. On peut le faire avec des étudiants qui peuvent changer de métier avec Erasmus. Et je me tourne vers Dominique dans le cadre des GEC. On ne peut pas le faire dans le cadre de la formation des demandeurs d'emploi, puisqu'un demandeur d'emploi, il est formé par le Forum en Belgique et il est formé par le Conseil régional en France. Et comme l'argent est national, le Forum dit, moi, je paye mon stagiaire jusqu'à Givet, puis après jusqu'à Lille, et après, il va à pied, il se débrouille, et inversement. Et en fait, on ne peut pas échanger de stagiaire demandeur d'emploi parce que les conventions restent nationales et ne sont pas européennes. Ça a été
un des écueils que nous avons découvert dans le projet AgreenJob, qui fera partie des recommandations. C'est un vrai problème. Autant on peut échanger les salariés, autant des étudiants dans le cadre des programmes européens peuvent aller faire des études en Irlande, en Belgique, en Angleterre, et un stagiaire, il ne peut pas. Un stagiaire de la formation professionnelle demandeur d'emploi, il ne peut pas. On en a parlé avec les ministères français et belges. Ils sont tout à fait au courant des problématiques et donc j'espère que l'Interreg va permettre de lever ce frein-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une main levée. Alors je vais regarder, je ne vois pas tous les participants. Il y a Olivier qui a levé la main. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir Olivier, vous avez la parole, vous pouvez poser votre question. Désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais voilà. Je n'ai pas eu le début de… Mais juste pour rajouter que bon, les CUMA existent quand même en Belgique, mais c'est vrai que l'esprit n'est peut-être pas le même, c'est peut-être pas des CUMA en tant que tel comme en France, mais l'achat de machines en commun en Belgique, ça existe quand même. Voilà, c'est une petite précision, mais c'est vrai que par rapport au groupement d'employeurs, moi je me pose toujours la question… pourquoi ça ne démarre pas plus vite aussi? Je pense que comme Pierre Neuret l'a dit, je pense qu'il y a une question un peu de mentalité et l'agriculteur wallon va plutôt chercher lui-même son salarié. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas au courant de cette forme de mutualisation de la main-d'œuvre. Au niveau d'AgreenJob, on en a fait un peu la promotion. Au niveau d'ACDE aussi, on a créé une vidéo sur un groupement d'employeurs dans la province du Luxembourg. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ce qu'il faudrait, c'est peut-être aussi avoir peut-être un soutien aussi de la région wallonne pour peut-être créer une structure un peu de vulgarisation et aussi faire de l'échange de bonnes pratiques avec la France, quoi. Mais je pense que voilà, ça est en train de bouger. Je pense que TBH, c'est un bel exemple. Il y en a sur le Pays d'Air, je pense. Il y en a à Libramont. Donc voilà, maintenant, c'est sûr que la main-d'œuvre, ça reste quand même partagé. Vu il y a beaucoup, je pense qu'il doit les faire, il manque de main-d'œuvre et le coût est quand même là. Et que là, ils vont devoir quand même réfléchir à des solutions. Et là, le groupement d'employeurs, c'est une des formes de solutions, il y en a d'autres. Mais je pense que voilà, l'agriculteur, il est toujours habitué aussi, soit à travailler avec un indépendant ou avec le service de remplacement. Et voilà, être lié à quelque chose, c'est parfois pas évident pour l'agriculteur. Mais pourquoi ça ne prend pas plus? Je me pose toujours quand même Ça viendra, je pense. Est-ce qu'en Belgique, vous avez une structure qui coordonne un peu les groupements d'employeurs au niveau national? Ouais, à ma connaissance, non, mais peut-être que… Alors, au niveau national, il n'y a rien, mais au niveau wallon, il y a un centre de ressources pour les groupements d'employeurs, qui a été créé il y a 15 ans, mais qui a pour principale mission de faire la promotion des groupements. Et il le fait avec une petite subvention qu'il reçoit de la région wallonne, qui n'est pas très importante, de l'ordre de 25-30 000 € par an, donc c'est pas grand-chose, et de représenter les groupements en termes de lobby, pour faire évoluer la législation. Je parlais tout à l'heure de mesures provisoires qui étaient en cours d'application, comme cette limitation à 50 travailleurs. Le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs travaille à essayer de faire évoluer cette législation dans le bon sens, en tout cas dans le sens qui réponde aux attentes des groupements d'employeurs existants. Donc c'est essentiellement une structure de promotion et de lobby. C'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons rencontré M. Neuret et que nous avons lancé les groupements d'employeurs. Donc, ça fonctionne quand même. Aïe. Ouais, Monsieur Turquier, je ne vous entends plus. Non. Ah non. Oui, j'ai eu quelques problèmes de connexion, donc je disais, on est plein d'espoir avec ces témoignages-là et j'espère qu'on aura un groupement d'employeurs transfrontalier dans le cadre de notre programme Interreg 5 et pourquoi pas Interreg 6. Il y a Elisabeth Valeret qui a levé la main. Oui, voilà, vous m'entendez aussi? Vous pouvez prendre la parole, Elisabeth. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, alors, voilà, merci beaucoup à tous pour cette formation. Franchement, c'est très, très, très intéressant.
Je vais reprendre l'exploitation agricole de mes parents et je vais être toute seule. Et donc, franchement, le groupement d'employeurs est pour moi une solution qui me semble un peu idéale. Mais alors, par contre, je gère pas, je ne comprends pas la subtilité entre une agence intérim banale, entre guillemets, et un groupement d'employeurs, en fait. Peut-être une question pour Pierre. Oui, alors, une agence intérim, enfin, personnellement, je n'en connais pas, qui organise du partage de travailleurs à temps partiel. L'intérim, en général, vous mettra un collaborateur à disposition à temps plein ou à mi-temps, si vous avez besoin uniquement d'un mi-temps, mais en plus pour une durée en général limitée. Comme je le disais, c'est une solution conjoncturelle. Vous aurez besoin d'un intérimaire parce que vous avez votre travailleur est malade, a été hospitalisé, est en congé, que sais-je. Et donc pour quelques semaines, quelques mois, normalement, je sais qu'il y a des intérims parfois un peu plus longs encore, mais normalement quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir un travailleur. Et ce travailleur, pour peu qu'il ait des opportunités qui se présentent plus stables, de meilleure qualité à l'extérieur, risque de vous sauter dans des mains à tout moment. Ce n'est pas le cas d'un groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs, l'idée, c'est vraiment de partager un collaborateur sur du long terme, dans le cadre généralement d'un CDI, un contrat à durée indéterminée, avec d'autres collaborateurs qui en ont également besoin, et chacun en ayant besoin à temps partiel. Et donc l'idée, il est là, c'est de mutualiser un besoin entre des employeurs qui se trouvent dans un périmètre géographique restreint. Ok, parfait. Ça répond vraiment bien. Eh bien voilà, Elisabeth, vous avez la réponse de cette, je dirais, sécurisation de l'emploi et de l'employeur dans la durée avec un contrat partagé win-win. Ouais, ok. Super. La réponse vous convient, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Encore Olivier. Oui, mais c'était plus un constat parce que je reviens peut-être à l'exemple du groupement d'employeurs dans la province du Luxembourg à Libramont. Je pense que Pierre Neuret le connaît. Au début, quand ils ont fait les premières réunions, ils étaient 30 agriculteurs et puis petit à petit, ils se sont retrouvés à 5-6, quoi. Donc voilà, maintenant, ça a marché, tant mieux, mais je veux dire, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut surtout avoir une personne qui fait le relais entre les agriculteurs, qui construit le projet et qui anime un petit peu la création du... Donc c'est ça qui est important, je pense que c'est vraiment... Ici, je pense qu'à Libramont, c'est via encore un GAL, je pense, encore un projet leader qui a initié le projet, qui a permis de construire le projet avec les agriculteurs. Un agriculteur tout seul, trouver d'autres agriculteurs, c'est pas évident, quoi. Il faut non seulement les trouver, mais en plus, après, il faut gérer la structure en tant que telle. Ouais, voilà. Ça demande aussi, au niveau administratif, du temps, parce qu'une ASBL, ben, comme partout, nécessite une assemblée générale, nécessite un conseil d'administration, on doit rendre des comptes, ben, tout ça nécessite effectivement du temps, et c'est justement du temps dont ont besoin les employeurs, qu'ils soient agriculteurs ou autres. Donc, voilà, comme on le disait tout à l'heure, eux, ce qu'ils recherchent, c'est de gagner du temps en se faisant aider et non pas en justement ajouter encore des tâches administratives à leur emploi du temps. Donc, d'où l'importance d'une structure, effectivement, pour que ça puisse durer sur le long terme. Moi, je suis convaincue également que c'est un service que l'on doit rendre, en fait. Voilà. Mais je pense qu'on arrive au terme de cette conférence. Il y a encore une question d'Elisabeth, donc je ne veux pas la frustrer, je vais lui donner la parole, mais je suis aussi gardien du temps et on avait dit fin de séance 21h, on n'est pas à 5 minutes, je ne pense pas, Julie. Mais donc, Elisabeth, vous pouvez poser votre question, il n'y a pas de problème. Oui, c'est tout petit, c'est un peu en réaction à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on peut proposer aux syndicats agricoles comme la FUGEA ou la FJA de être cette structure, ou alors la structure doit garder une certaine neutralité, voilà. Est-ce qu'eux pourraient faire le job? Est-ce qu'on pourrait leur proposer d'être une structure, enfin une ASBL, quoi, pour le faire? Et il faut nécessairement qu'ils créent une ASBL, puisque comme le disait M. Neuret, les groupements d'employeurs ne peuvent avoir
qu'un seul objet social, c'est la mise à disposition de personnel. Donc, il faut nécessairement un groupement d'employeurs, une ASBL spécifique, si je ne m'abuse. Sur notre département, par exemple, la FDSEA, donc l'équivalent de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, a créé, un peu comparable au réseau de Dominique, un groupement d'employeurs départemental avec à peu près 150 adhérents et un service de remplacement avec à peu près 200 adhérents. Et c'est eux qui le gèrent, mais ils ont bien créé, et c'est bien l'association groupement d'employeurs qui a embauché du personnel administratif pour gérer les 150 adhérents d'un côté et de l'autre, faire les fiches de paye, les plannings et les mises à disposition des contrats de travail et tutti quanti. Et ça serait tout à fait possible, il n'y aurait pas d'inconvénient, mais ça ne pourrait pas être la FJA en tant que telle qui le fasse. Voilà. Il faudra que la FJA crée son groupement d'employeurs à ASBL dédié à la mise à disposition de personnel pour les entreprises agricoles. Donc je crois clairement la réponse est oui. S'il n'y a pas de groupement d'employeurs agricoles dans votre région, Madame Olravens, de grâce, faites pression sur les organes statutaires de votre secteur pour qu'ils prennent le taureau par les cornes. Ok, j'hésiterai pas. Voilà, une dernière question avant la clôture pour ne gêner personne. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qui peuvent arriver ou si je ne vois pas de main qui se lève. Olivier, tu avais encore des choses à rajouter ou tu as oublié de baisser ta main? Ben on peut juste, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais de l'événement de clôture d'AgriJob le 14 décembre. Je pense que Coform a aussi son événement de clôture. Je ne sais pas si on peut... Mais on va arriver à la clôture, donc je laisse Julie et les opérateurs chefs de file reprendre la main, clôturer les travaux, annoncer les quelques dates importantes qui leur conviennent, et puis clôturer les travaux. Donc Julie, Eric et puis Monsieur Rondia, je vous rends la main pour la clôture et apporter les quelques éléments de cadre importants que vous voulez communiquer à l'Assemblée. Bien, je vous remercie à tous pour vos interventions. En ce qui concerne le projet EAL, moi je vous renvoie sur le site internet, je le remettrai dans le chat. On a encore quelques formations, mais en ce qui concerne l'événement de clôture, il a déjà eu lieu le mois dernier. Mais par contre, effectivement, ouais, je pense que Eric et Pierre ont d'autres dates à vous annoncer. Eric, je te laisse la parole. Ouais, merci. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants et des experts qui nous ont éclairés pendant ces 1h30 avec ces notions sur les groupements d'employeurs. Un tout grand merci et merci à tous les participants pour leurs questions pointues qui nous ont permis également d'avancer un peu plus sur cette question. Et en termes d'événements et d'éléments à venir, pour le projet AgriJob, nous avons notre événement de clôture le 14 décembre de 9h30 à 16h. Donc, nous allons vous envoyer le lien pour d'invitation. Et nous espérons votre participation pour la journée. Merci. Et donc, cette journée se déroule, je crois, Eric, à la Bourse de Namur. Oui, effectivement, ce sera la Bourse de Namur, donc un lieu facile d'accès en train ou en voiture. On a choisi un lieu difficile d'accès. Alors, et Pierre Rondia, lui, son événement de clôture, c'est quand? Oui, donc l'événement de clôture de Coform aura lieu le 29 novembre, donc c'est un peu plus tôt, à la ferme du Reposoir, donc c'est dans les environs de Tournai, dans le Hainaut. Donc il y a, je dirais, un point névralgique entre les trois régions couvertes par le projet, à savoir, et pour rappel, le nord de la France, Wallonie et Flandre. Et donc, de plus amples informations, notamment pour s'inscrire, se trouvent sur le site web de Coform, dont j'indiquerai également dans le chat le site web. Je tenais à remercier Pascal Turquier pour avoir tenu de main de maître cet échange et cette table ronde, les autres intervenants également. Ainsi que les personnes qui ont posé des questions qui ont permis de creuser plus en avant cette thématique et qui, j'espère, qui n'en serait qu'à ses débuts, en tous les cas en Wallonie. On voit tout le potentiel qu'il y a derrière et j'ai vraiment le sentiment que c'est plus une question de faire connaître parce que
l'intérêt, la facilité apparente, en tous les cas, de création et tout le potentiel derrière pour aider nos agriculteurs, quelles que soient les régions, sont bien présents. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un déficit de communication et comme Pierre Neuret l'a rappelé, c'est vrai que l'agriculteur belge, wallon, est sans doute plus individualiste et moins enclin a priori à s'ouvrir à de telles pratiques, mais je pense que ce type de pratiques justement s'imposeront d'elles-mêmes de par les multiples intérêts qu'elles représentent. Voilà. Mais écoutez, il me reste à vous remercier tous. Bien entendu, mes collaborateurs de la table ronde avec qui nous avons construit cette intervention, un grand merci. Merci à Julie, Eric et Pierre pour cette initiative. Ça a été un plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble sur des thématiques. Ah, c'est le mauvais timing. Ah, ça a coupé. Ah, on vous récupère, je pense. Oui, vous avez été coupé. Donc, je disais un grand merci et j'espère à de futures collaborations. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.